Je suis née il y a 30 ans. J'en vois quelques-uns qui se disent « Pour 30 ans, elle est quand même assez tapée. » Vous avez raison, j'en ai 50. Ma première date de naissance correspond à une première histoire d'amour, celle de mes parents. Ma deuxième histoire d'amour correspond à la mienne. Ma deuxième date de naissance correspond à mon histoire d'amour. Parce que l'amour peut être une renaissance. Je me suis fiancée à 19 ans, mariée à 20 ans. Quand moi-même je suis devenue mère de famille et que j'ai eu des filles, je me suis dit que c'était complètement fou de m'être mariée aussitôt. Et j'ai cherché à comprendre. J'ai trouvé. Je me suis mariée aussitôt parce que j'avais besoin de pouvoir exister. J'avais besoin de pouvoir être. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse. J'avais beaucoup d'amis. J'ai beaucoup ri, pas beaucoup travaillé. J'avais des frères, une sœur, une grande famille. J'ai vraiment manqué de rien, sauf peut-être d'une chose essentielle. J'ai manqué de pouvoir exister. En effet, dans ma famille, j'avais un père qui savait, une mère qui savait ce que son mari savait, et nous savions tous ce que mon père savait. Heureusement, mon père savait souvent très bien, et je le crois encore. Je ne suis pas totalement guérie, vous voyez. Il n'empêche que où est-ce que j'étais, moi, dans cette famille? À 19 ans, donc, je tombe amoureuse d'un garçon qui me dit « Ton avis compte, tes paroles ont de la valeur, tes idées sont intéressantes. » Alors je suis grisée, je fonce et nous nous marions. Au tout début de notre histoire, boostée par la sécurité affective qu'il m'offrait, je m'engouffre avec plaisir dans cet espace où je peux dire « je », où je peux dire « moi », où je peux dire « j'aime »,« je n'aime pas »,« je ne veux pas »,« je veux ». Je découvre que mon couple m'offre un formidable espace de liberté pour être moi-même. Alors je ne vous cache pas que notre première année de mariage ne fut pas de tout repos. En effet, j'étais comme affamée. Et ça n'a pas été facile pour mon mari, qui, je vous le dis ce soir, je lui dis, est un saint homme. Comment avons-nous fait pour tenir? En fait, je crois, je suis même sûre, que nous étions tous les deux animés par le même désir. Le désir que notre couple dure. Le désir que notre couple s'inscrive dans la durée. Alors, nous avons retroussé nos manches et nous nous sommes attelés pour que notre relation reste idéale. La découverte de cet espace où je pouvais être moi-même m'épanouissait, me rendait pleinement heureuse. Et du coup, j'avais envie à mon tour de rendre mon mari heureux. Je lui offrais aussi cet espace. C'était vraiment du donnant-donnant. Mais un donnant-donnant où on n'attend pas de recevoir pour donner. Nous devenions alors tous les deux co-responsables de notre relation, co-responsables de notre bonheur. Autour de nous, des amis se séparaient, divorçaient, étaient malheureux. Et ce qui me rendait le plus folle, en fait, c'était que ces amis étaient résignés dans leur malheur. Moi qui découvrais que le couple pouvait être un formidable espace où on pouvait être heureux. Alors, comment dans mon bonheur ne pas être arrogante, ne pas être indécente par rapport à eux qui souffraient? Plusieurs me prenaient à témoin de leur histoire, me donnaient le rôle d'écoutante, me donnaient le rôle de conseillère. Donc petit à petit, une idée s'imposait. Si j'avais envie que les autres découvrent ce que moi-même j'avais découvert, il fallait que j'en fasse mon métier. Et me voilà devenue conseillère conjugale. Alors, merveilleuse année de formation qui m'ont appris à décoder les règles de vie que nous avions mises en place
avec mon mari pour que notre couple dure. J'emploie ce terme de règle de vie. Moi, quand j'entends règle de vie, j'entends pas forcément le mot vie, j'entends plutôt le mot règle. Et règle, dans mon esprit, ça sonne encore comme loi, carcan, effort, volonté. En fait, c'est pas très sexy, ça parle pas beaucoup d'amour. Et pourtant, en fait, ce qu'il faut que j'avoue, c'est qu'au bout de ces 30 ans de vie commune et quelques années d'expérience de mon métier, on ne peut se passer de ces règles de vie pour inscrire notre couple dans la durée. Ce sont ces règles dont je vais vous parler ce soir. Alors oui, parce qu'elles aident un couple à durer, mais surtout parce qu'elles nous aident à faire que ce couple devienne un espace formidable pour être soi-même. Je vais vous présenter ce soir Marc et Sophie. J'aurais pu vous présenter Bertrand, Thierry, Nathalie ou Martine. Ce serait très politiquement correct. Simplement, dans mon cabinet, moi, je vois essentiellement des Sophie et des Marc. Marc et Sophie sont mariés depuis 11 ans. Ils ont 3 enfants et c'est la 3e séance qu'ils font avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je passe mon temps à te rendre service. Ce soir encore, je suis allée chercher les enfants à l'école. Marc, c'est gentil d'être allé chercher les enfants à l'école, mais je ne te l'ai pas demandé. Tu sais, quand tu me rends service, ça ne veut pas dire que tu m'aimes. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je peux faire? Marc, ça fait 11 ans qu'on vit ensemble. On ne fait jamais rien, tous les deux. À chaque fois qu'on sort, c'est avec des amis, ou les enfants, ou avec la famille. Mais je ne savais pas que c'est ce dont tu avais besoin. Mais enfin, Marc, ça paraît évident. Nous sommes un couple. Mais non, je ne suis pas dans ta tête, je ne peux pas le savoir. En fait, tu as raison, Marc. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais besoin de ça. Marc et Sophie, vous connaissez-vous? Connaissez-vous vos désirs intimes, vos besoins intimes? Ces besoins qui, lorsqu'ils sont comblés, font qu'on se sent exister, font qu'on se sent vivre. Donc la première règle de vie, énoncée ce soir devant vous, c'est apprendre à se connaître. C'est vrai, comment un homme et une femme qui vivent ensemble peuvent apprendre à se connaître, à se comprendre, s'ils ne partagent pas ce qu'ils ont de plus profond, s'ils ne partagent pas ce qu'ils vivent, leur fragilité, leur force. Très souvent, au début de notre histoire d'amour, quand on se rencontre, on se parle, on se raconte pendant des heures, on se confie pendant des heures. Mais notre histoire personnelle, elle ne s'arrête pas à la rencontre. Les événements de la vie continuent de nous faire évoluer, continuent de nous faire réagir, nous faire prendre position. Ces événements nous font devenir. Malheureusement, souvent, et même bien après des années de mariage, la peur de déplaire, la peur de se dévoiler, la peur d'entendre ou de dire des choses qui risqueraient de nous déranger, le manque de curiosité de l'un vis-à-vis de l'autre font qu'on a du mal à aller vers cet autre. Les événements de la vie aussi nous renvoient bien souvent à notre passé. Comment un homme et une femme qui vivent ensemble pour se comprendre et se connaître ne réalisent-ils pas les répercussions de la vie de l'enfant qu'ils ont été sur la vie de l'adulte qu'ils sont maintenant? Font-ils le lien entre le trait de caractère qui les anime et leur histoire d'enfant? C'est pas toujours facile de faire ces liens. On n'en a pas toujours envie parce que c'est parfois douloureux. Et pourtant, si Marc regardait le monde depuis la fenêtre de Sophie, si Sophie regardait le monde depuis la fenêtre de Marc, ils pourraient aller à la rencontre l'un de l'autre,
en se parlant, en se racontant, en mettant des mots sur leur histoire personnelle, ils réaliseraient, ils conscientiseraient leurs blessures d'enfant. C'est là qu'on peut dire que l'amour est un facteur de résilience. Si Marc et Sophie se connaissaient, se comprenaient, ils se feraient confiance. Et il y aurait entre eux une sécurité affective qui leur permettrait et qui les aiderait à guérir ces blessures d'enfance. Écouter, entourer, voire même consoler, ils deviendraient alors des êtres libérés du poids de leurs blessures. Mais comment Marc et Sophie peuvent-ils aller à la rencontre l'un de l'autre? Tu sais Marc, ces moments tous les deux, j'en aurais vraiment besoin parce qu'au moins on pourrait parler. Le problème, je pense, c'est qu'il n'y a que moi qui parlerai. Ah ça c'est sûr. Il n'y a que toi qui parlerai parce que de toute façon, quand je parle, tu me dis que ce que je dis est nul, que je ne comprends pas, que ce n'est pas intéressant. Il ne peut pas y avoir de discussion entre nous, je n'ai pas le droit de ne pas être d'accord avec toi. Oui mais moi, Marc, au moins on ne peut pas dire que je ne communique pas. Ah, le voilà, le fameux mot. Lorsqu'on parle du couple, la communication. Et la deuxième règle, apprendre à communiquer. Alors vous serez d'accord avec moi, nous vivons dans un monde d'hypercommunication. Cependant, moi, les couples que je reçois en entretien sont des couples qui vivent un véritable déficit de communication. Et ça entraîne chez eux un terrible sentiment de solitude. Il n'y a plus de partage, plus de complicité, chacun vit l'un à côté de l'autre, avec ses frustrations, ses rancunes, ses questions. En fait, on est comme deux bulles qui flottent, l'un à côté de l'autre. Elles sont un peu cabossées, ces bulles. Elles ne sont pas très très belles. Mais on n'a pas envie de les éclater parce qu'on ne sait pas ce que cela déclencherait. Vivre à deux et se sentir seul, c'est quand même un comble. Pas un article dans les journaux sur le couple sans que le mot de communication apparaisse. Il est employé à toutes les sauces. Or, ce que je constate dans ma pratique, c'est que très souvent, ce mot de communication, il se confond avec le mot jugement, reproche, exigence. De toute façon, je ne dis plus rien, parce qu'à chaque fois que je parle, je me fais engueuler. Marc, voilà un beau mécanisme de défense. On l'appelle la fuite. Alors Marc a raison de fuir le conflit si cela lui est désagréable. Seulement, lorsque la crise sera terminée, il faudra bien qu'il y ait une résolution de ce conflit. Mais souvent, la peur nous empêche de résoudre ces conflits, la peur de repartir au combat, la peur de revivre une crise, de revivre une tension, de revivre la violence des mots, de revivre parfois la violence des gestes. Or, quand il y a communication, quand il y a conflit, c'est vraiment extrêmement important qu'il puisse y avoir une communication, parce que sinon c'est une véritable bombe à retardement. Mais ce soir, de quelle communication parlons-nous? La communication, c'est une mise en commun qui part de notre centre vital, de notre centre de notre existence. C'est pour ça que c'est très important de se connaître soi-même. Il ne peut y avoir de communication dans un couple sans qu'il y ait dialogue. Un dialogue qui nous permet un discours entre nous. Je te donne telle information pour que tu me communiques toi, ton information. Il ne peut y avoir dialogue non plus sans qu'il y ait écoute. Je t'entends, je t'écoute, sauf si tu me parles en reproche. Marc et Sophie, s'ils se faisaient confiance, pourraient s'offrir cet espace
où ils pourraient exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, où ils pourraient exprimer ce qu'ils sont à partir de leur centre. Parce que le couple, même dans un conflit, est un formidable espace de liberté pour être soi-même. Alors Marc et Sophie repartent en ayant compris qu'il fallait qu'ils apprennent à mieux se connaître, qu'il fallait qu'ils apprennent à mieux communiquer. Mais ils reviennent me voir 15 jours plus tard. Je sens bien, Sophie, que tu n'es pas fière de moi. Tu ne me parles jamais de mon travail. Tu ne me dis jamais que ce que je fais est bien. Ma famille, tu la trouves nulle. Moi aussi, je me trouve nulle avec toi d'ailleurs. En fait, je ne sais pas pourquoi nous nous sommes mariés. Nous venons de deux mondes tellement différents. Mais comment peux-tu dire ça, Marc? Quand je te parle de ton travail, tu me dis que je ne comprendrai pas, que ce n'est pas intéressant, que c'est trop compliqué à expliquer. Ta famille, c'est toi qui ne veux plus la voir. Et moi, je passe mon temps à te dire que tu es un bon père. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Marc, quel est ce sentiment de dévalorisation? Et dans quel rôle vous êtes-vous installés tous les deux? Alors voilà que se pointe la troisième règle de vie. Trouver la juste place dans son couple et sortir de la dépendance affective. En entendant Marc et Sophie, on comprend qu'ils se sont installés tous les deux dans des rôles dans lesquels ils ne sont pas bien, ils ne sont pas à l'aise.